Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Essilor, Luxottica? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une entreprise qu'on a déjà eu étudiée il y a presque un an aujourd'hui. Et à ce niveau-là, c'était une entreprise qui nous intéressait déjà à ce prix-là, d'accord? Attention, on était aux alentours, si je ne me trompe pas, aux alentours des, à peu près, on était au même niveau de prix par rapport à un an plus tard ici. Je pense qu'on n'a pas trop, ça n'a pas trop bougé entre-temps. Également, on était assez optimiste par rapport à la croissance. Donc, on avait essayé d'extrapoler la croissance sur les 5 prochaines années, en se basant sur ce qu'on avait déjà eu par le passé. Vous savez que présentement, je ne fais plus ce genre de digression-là. Ok, je ne dis pas que ce n'est pas une bonne chose de faire cela, mais ce n'est pas une bonne chose d'extrapoler la croissance sans se baser essentiellement ici sur ce que le management dit, sur la stratégie du management. D'accord? Juste en restant sur les éléments quantitatifs. Ce qui est bien de faire, généralement, c'est de prendre, par exemple, la croissance sur les 23 prochaines, par exemple, sur les 3 prochaines, enfin, on peut se dire ici, en se basant essentiellement sur l'année prochaine, ou bien par rapport à ce que pensent les analystes sur les 3 prochaines années. Parce que si on va plus loin, ça devient de plus en plus compliqué. OK? Donc, faites attention à extrapoler la croissance ici. Donc, aujourd'hui, on va faire un ajustement. Ça reste une très belle entité. Quand on regarde le revenu ici, on peut voir ici que c'est une entreprise, je pense également qu'elle a fait une acquisition au courant de l'année 2022 ici. Donc, c'est une entreprise qui croit beaucoup par acquisition. Donc, elle a eu à peu près un revenu de 24 milliards 490 millions d'euros. On peut également voir ici, vous savez que c'est bien la croissance du revenu, mais on aime également voir est-ce que les marges ont suivi. On voit ici que les marges sont à peu près stables, sinon même croissantes par rapport à ce qu'on a connu, d'accord? Donc, sur les dernières années, on a à peu près des marges aux alentours d'une 60aine de pourcents par là. Donc, vous pouvez également le voir ici. En fait, si je prends la médiane et je mets les 5 dernières années, on a à peu près une 60aine de pourcents, c'est bien, ok? Donc, les marges brutes sont à peu près stables, d'accord? Maintenant, les analystes en termes de revenus s'attendent à avoir combien? On va prendre les revenus sur les 12 prochains mois. Les analystes s'attendent donc de 2023, bien sûr. Vous voyez ici qu'ils s'attendent à peu près à avoir quelque chose autour des 25 milliards 500. Et vous voyez la pente ici, elle est croissante. Ça veut dire qu'on est de plus en plus optimiste, d'accord? Quand on prend maintenant en année N plus 3, donc d'ici 2026, on essaye de voir, est-ce qu'on est toujours optimiste? Oui, on s'attend à avoir quelque chose aux alentours des 28 milliards. C'est bien. OK, donc on s'attend à avoir une certaine croissance. Donc entre 24 points, donc si on prend ici 28 divisé par, disons, 24,5, d'accord, en année ici, ça fait à peu près 1, 2, 3, donc ça fait ici exposant 0,33, ça vous donne ici à peu près une croissance moyenne de 4 à 5% par là. OK, quand on regarde ici, ça je pense que c'est une croissance qui ne prend pas en considération une éventuelle acquisition, parce qu'elle fait beaucoup d'acquisitions. D'accord? Donc, dites-vous qu'il pourrait y avoir de belles surprises. D'accord? Sur les 5 dernières années, on a 21% de croissance. Sur les 3 dernières années, on a à peu près 12% de croissance. Donc, vous voyez que les analystes ne s'attendent pas à une croissance assez élevée. Ce n'est pas parce que ça ne peut pas être plus élevé que ça. C'est juste parce que quand on prend en considération la croissance, c'est sûrement ici la croissance organique et non une croissance qui prend en considération ici les acquisitions. Donc, je pense que quand nous, on prenait en considération ici la croissance, ça se basait beaucoup sur les acquisitions passées. Et il faut faire très attention avec ça. OK? Donc, alors, une fois que c'est fait, je regarde maintenant les net income et les free cash flow, histoire de voir si les net income et les free cash flow vont dans le même sens. Je vous assure que c'est une entreprise extrêmement bien gérée, leader dans son secteur d'activité. OK? Donc, ici, on voit que les free cash flow sont plus élevés que les net income. Mais attention, vous savez bien qu'à partir de 2018, il faut faire attention aux free cash flow des entreprises européennes. OK? Tout simplement parce que la législation a changé. Donc, je vous encourage à aller regarder tout ce qui concerne le IFRS 16. Donc, I comme Inès, F comme Fernand, R comme Ronald, S comme Sophie, 16, donc 1, 6, ok? Google it, vous allez trouver la réponse, d'accord? Donc ici, je prendrai en considération les net income. Ce qui m'intéresse ici, c'est de voir que les net income augmentent de plus en plus. Tant mieux. Maintenant, est-ce que les marges de net income sont stables, ok? J'aimerais voir ici les marges stables. Donc, on voit ici que les marges sont un tout petit peu, même pas un tout petit peu, elles ont souffert aux alentours de 2020 par là. Donc, il faut aller regarder pourquoi et est-ce qu'on a l'intention de revenir à peu près à ce qu'on a connu aux alentours des 11%. Moi, je pense que oui. Mais il faut également voir ce que le management mentionne. OK? Donc, c'est important c'est important d'aller vérifier l'information à la source. OK? Quand on regarde les 5 dernières années, c'est une entreprise qui peut revenir ici aux alentours des 10-11% par là. OK? Donc, une fois que c'est fait, maintenant, je regarde la dette nette. Au niveau de la dette nette, nous avons combien? Au niveau de la dette nette, ici, nous avons 10 milliards 240 millions. Attention, est-ce que cette dette nette-là prend en considération les loyers?
Parce que si ce n'est pas le cas, on va être induit en erreur. Donc, je vous ai déjà montré comment est-ce que vous pouvez faire pour vérifier cette information-là. Vous allez directement sur Yahoo Finance. OK, on clique dessus. On va sur Yahoo Finance, regardez Essilor Luxottica pour la dette. Donc, on va sur Financial ou bien Finance si vous l'avez en français. OK, je viens directement à ce niveau-là. Je vais aller regarder les balance sheets et je vérifie bien la période. Il faut faire attention. Donc, 31 décembre 2022, c'est la période la plus récente, donc c'est correct. Donc, ici, la dette nette est de 7 milliards. Or, à ce niveau-ci, et j'ai bien confiance aux éléments financiers de Yahoo ici. C'est pas que je n'ai pas confiance aux éléments financiers de Coifin, mais je sais que Coifin peut souvent prendre en considération les loyers ici. Et ce n'est pas de sa faute, c'est parce que l'information est envoyée comme telle. OK? Donc, 10 milliards 240 millions. 10 milliards 240 millions. Enfin, techniquement, c'est pas 10 milliards 240 millions. La dette nette ici est de 7 milliards 62 millions. 7 milliards 62 millions. 7062. Maintenant, le nombre d'actions. Qu'est-ce que nous avons ici comme nombre d'actions? Donc, je prends ça, je vais aller vérifier en quarterly. Nous avons à peu près 447,21 millions d'actions. Donc, je divise ici par 447,21. Ça nous donne ici au total 15,79 $, donc 15,80 $ de dette nette par action. Une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'il me reste à chercher ici? Le PER. Et comme je dis toujours, le PER, c'est un rendement. Si vous l'inversez, c'est un rendement. Donc, quand vous voyez une compagnie s'échange un PER de 20, ça veut dire qu'on demande 5%. PER de 10, on demande 10%. OK? Donc, faites également attention, dépendamment des industries, le PER peut être très peu élevé, tout simplement parce que l'entité est plus risquée. Donc, faites attention à ça. Donc, le PER également peut être plus élevé parce qu'on s'attend à une augmentation des marges, une augmentation des revenus. OK? Donc, il faut toujours nuancer les choses. C'est la raison pour laquelle il faut toujours creuser un tout petit peu plus loin que le PER qui est affiché ici. OK? Un PER de 100 n'est pas forcément une entreprise surévaluée. D'accord? Surtout si cette entreprise-là peut faire croître le bénéfice net de 50% sur les 5 prochaines années. Faites attention, des entreprises comme ça existe. Donc, un PER de 10 ne veut pas dire que l'entreprise est sous-évaluée. Faites très attention. Peut-être parce que les marges vont avoir tendance à diminuer, ou bien les revenus vont avoir tendance à diminuer. Ou bien on a eu des bénéfices nets exceptionnels. Faites très attention. Donc, en termes de PER, sur les 20 dernières années, le marché paye 26 fois les bénéfices. Sur toute la période qu'on a ici, on est à peu près à 26 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, on est à peu près à 30 fois les bénéfices. Donc, le marché paye généralement des PER très, très élevés pour cette compagnie ici. Donc, si je prends ici des PER, j'ai une préférence pour les PER de 20 fois les bénéfices, mais je pourrais également prendre 25 fois les bénéfices ici. Et si je prends 25 fois les bénéfices, c'est parce qu'on espère une croissance bien plus élevée que ce qu'on a présentement ici. OK? De toutes les façons, je prends également en considération la dette. Donc, voilà, je suis déjà assez conservateur. OK? Donc, faites attention, si j'ai une préférence pour 20 fois les bénéfices. Mais exceptionnellement, ici, je prendrais 25 fois les bénéfices, tout simplement parce qu'on peut inclure comment on appelle ça? Cette option croissance des revenus et croissance des marges. D'accord? Donc, allez-y creuser chez Essilor. Je ne dis pas que 25, il faut juste dire qu'en période actuelle, il est très important ici de ne pas prendre n'importe quoi comme PER. OK? Tout simplement parce que l'augmentation des taux d'intérêt entraîne la baisse ici des multiples, la réduction des multiples. Donc, faites très attention parce qu'on investit sur une entreprise par rapport à un investissement safe ici qui serait généralement les bons du trésor, que ce soit dépendamment de votre pays. Hein. Donc, si on prend ici les bons du trésor américain, canadien, ou bien si le gouvernement français, si vous pouvez prêter au gouvernement français avec 5% d'intérêt ici par an, ça sert à quoi d'aller investir dans une compagnie qui va à 20 fois les bénéfices sans croissance ici? Ça veut dire que techniquement, avec le risque que vous prenez, vaut mieux encore demander une prime supplémentaire. Donc, ce genre, on va peut-être demander 6%, 7%, 8%. Donc, ce qui aura tendance ici à diminuer le niveau de PER. Faites attention. 25 fois les bénéfices. OK? Maintenant, une fois que j'ai ma dette nette, j'ai mon PER, je viens ici sur Fastgraft, je prends. Les bénéfices nets par action attendus ici sont de 8,22 $. Donc, quand on compare ici par rapport au free cash flow, comme je l'ai dit, c'est une compagnie européenne. Donc, je vais avoir tendance à prendre ici les net income par rapport au free cash flow. OK? Donc, on s'attend ici en 2025 à avoir 8,22 $ par action. Quand je regarde l'analyse scorecard ici, est-ce que les analystes ont souvent raison sur les 2 dernières années? Enfin, sur leur prévision à 2 ans, très souvent, ils ont raison. Plus de 92% du temps, ils ont raison. D'accord? Donc, on peut se dire ici que c'est un business assez prévisible. OK? Avec plus ou moins une marge d'erreur ici de 20%. D'accord? Donc, ça veut dire que si on s'attend ici à avoir du 8,22 $ par action ici et qu'on a à peu près aux alentours de
si on a 8,22 dollars par action et qu'on a aux alentours ici de, je prends un exemple, hein, de, disons, on a à peu près aux alentours ici de 6,65, les analystes auront eu raison, malgré le fait qu'on n'ait pas atteint les 8,22 ici, tout simplement parce qu'il y a une marge d'erreur de 20%. Donc faites très attention. D'accord? Donc quand je prends ici le 8,22 $, c'est déjà assez optimiste. Fois 25 fois les bénéfices. D'accord? Ça me donne une valorisation aux alentours de 205 $ l'action, moins la dette nette, qui est aux alentours de 15,79 $ par action. 15,79 €, voilà. Ça donne à peu près 189 $ l'action. D'accord? Donc je prends ici, à ce niveau-ci, X25, d'accord? 189,71 $ l'action. Par rapport à la première fois ici, vous avez vu, on avait pris une croissance de 15% et une croissance de 10% ici sur les 5 prochaines années. Vous voyez ici qu'on s'arrête juste à 3 ans, et c'est une croissance ici en moyenne. Quand on regarde bien par rapport à ce qu'on a connu par le passé ici, c'est presque, voilà, 4,83. Quand vous prenez 8,22 divisé par 4,83 de bénéfices nets qu'on a obtenu en 2022 ici, c'est à peu près ici 70% de croissance sur 3 années, ça fait 1, 2, 3, donc triplé. Donc ici, ça donne ici à peu près 20% de croissance en termes de bénéfices nets. Bénéfice net. Donc, ça veut dire que ça sous-entend peut-être une augmentation des marges ou une augmentation des revenus. Faites attention. Donc, marge ou bien volume. D'accord? Donc, à aller creuser également. Donc, on est aux alentours ici de 189 $ l'action. Donc, je dirais même 190 $ l'action. On ne va pas s'embrouiller avec les virgules ici. 190 $ l'action. Maintenant, si la compagnie en question, et je suis assez optimiste, d'accord? Ça, on est en 2025. Et ici, aujourd'hui, on l'achète à 160 $ l'action, 159 $ l'action. Si elle vous distribue la totalité des bénéfices nets espérés à cette période-là, d'accord, par rapport au prix actuel, qui est à peu près de 159 € l'action, excusez-moi, je parle de dollars, d'euros ici, voilà, vous comprenez que, voilà, je suis analyste compagnie américaine, revenu sur une compagnie européenne, je peux me tromper, et vous allez juste faire la conversion. Ça revient au même, d'accord? Donc, il n'y a pas de conversion à faire ici. Donc, ici, on s'attend à avoir du 5% de rendement par rapport au prix actuel. Et vous avez vu que j'ai pris 25 fois les bénéfices. OK? Donc, on aura tendance ici à égaliser ici le 20%, le 20 fois les bénéfices en année 2025. Donc, ce qui me permet de dire qu'aujourd'hui, le prix actuel n'est pas mauvais. D'accord? Il n'est pas non plus exceptionnel. Et il se base essentiellement sur une éventuelle croissance supplémentaire future, qui est la grande inconnue ici. D'accord? Donc, si vous investissez, imaginez donc, si on est dans un monde où cette compagnie n'aura plus de croissance, qu'elle va maintenir les marges actuelles, en tout cas celles espérées en 2025, d'accord? Le prix actuel ne serait pas intéressant. On voudrait avoir une marge supplémentaire, une décote supplémentaire ici pour assumer le risque en question. Donc, généralement, ici, une décote supplémentaire, je vous aurais dit aux alentours ici donc si on a 8% ici, donc 8 divisé par 0,07 ici, aux alentours ici de 115 $ l'action, ça pourrait être assez intéressant. Donc, ça, c'est pour un monde où il n'y aurait pas de croissance. Mais ce n'est pas le cas pour Essilor Luxottica. Donc, c'est une belle entreprise qui peut augmenter ses marges, augmenter ses revenus et augmenter ses volumes de bénéfices nets. Donc, à aller creuser en profondeur. D'accord? Le prix actuel est juste correct. OK? Par rapport à la dernière fois, la dernière vidéo ici, on était trop optimiste. Prendre des revenus ici de 15% en moyenne, alors que c'est une entreprise qui fait des acquisitions ici et qu'on va dans une période difficile, c'est assez prétentieux. Et vous savez que je préfère investir dans une compagnie ici sans prendre en considération une quelconque éventuelle croissance. Donc, si on prend la croissance ici, estimée en 2023, 6,75 à 25 fois les bénéfices, moins la dette nette ici qui est aux alentours de combien? On a combien la dette nette ici? Qu'est-ce qu'on a encore ici? Dette nette 15,79 € moins 15,79. On arrive à peu près une valuation de 152 $ l'action. Donc techniquement, l'entreprise est correctement évaluée par rapport au bénéfice net attendu en 2023. Donc ça ne prend pas en considération une éventuelle croissance. OK? Donc maintenant, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Si vous l'avez ici en dessous du prix actuel. Donc pour ceux qui ont acheté cette compagnie ici, disons, ceux qui détiennent cette compagnie aux alentours des 100 $ ou bien, c'est pas moi, aux alentours des 100, 150, 140 $ par là, dites-le moi. En plus, si vous l'avez en portefeuille également, mentionnez-le moi ici. Ça pourrait toujours être assez intéressant d'avoir votre avis sur cette longue période de temps-là en tant qu'actionnaire de cette compagnie. D'accord? Mais ça reste une très,
très belle entité à avoir en portefeuille. Donc pour ceux qui voulaient aller plus loin, n'oubliez pas, dans la description de cette vidéo aussi, on a le lien vers le service Top Premium qui vous permet ici de pouvoir demander des analyses quantitatives comme celle qu'on prend ici, d'accord, et avoir la certitude que ça va être fait. En supplément de ça ici, vous pouvez recevoir 2 notes d'analyse sur des entreprises qui sont sous-évaluées selon moi chaque mois, ainsi que les notes de suivi pour les entreprises qu'on a déjà mentionnées précédemment quand le besoin se fait. Ok, donc on va se dire ici qu'on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.